Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. Aujourd'hui, on est chez Tire1000 avec Guillaume Morel pour une vidéo spéciale couteau papillon. Ouais, bonjour à tous. Alors Guillaume, on va parler d'un sujet qui te concerne parce que tu as écrit un bouquin là-dessus, le couteau papillon ou le fameux balisson. Ouais, balisson, c'est ça le bouquin en fait, en question. Ça date, il date de 2001, c'est le premier bouquin que j'ai fait chez European de Magazine. European de Magazine, c'était l'éditeur de Karaté Bushido, alors qui n'est plus éditeur aujourd'hui, Karaté Bushido, mais c'était la même équipe que Karaté Bushido qui m'ont fait confiance quand j'avais 24 ans, quand j'ai écrit ce premier livre. Parce que j'étais fan de couteau papillon dans ma jeunesse, quand j'étais adolescent, je m'amusais avec. Et qu'il y avait pas mal de livres qui sortaient aux États-Unis sur le sujet, il n'y en avait pas en français. Et donc j'avais proposé à l'époque à Karaté Bushido de faire un livre là-dessus, ils m'ont dit go. Et ça a été ma première expérience de livre, écrit de A à Z avec gestion de la maquette et tout. Et donc c'est ce qui m'a appris à faire des livres en fait. C'est vraiment une super expérience. Et c'était Patrick Lombardo, le directeur de collection, Patrick Lombardo, fondateur du Pankido, qui gérait une collection de livres chez Karaté Bushido. Et qui m'a dit il faut absolument que tu mettes de la self-défense là-dedans. Et à l'époque j'étais beaucoup moins self-défense que maintenant avec Protegor. Et j'ai mis de la self-défense qui est discutable, mais l'intérêt du bouquin c'est la partie dextérité. C'est vraiment le jeu avec le couteau papillon et comment être à l'aise avec un couteau papillon et savoir le manipuler fluidement. Ok, donc une partie plutôt vraiment technique dans le sens technique, enfin, je sais pas comment on dit ça, mais figure au couteau papillon. Oui, il y a un catalogue de techniques. Il y a une partie histoire, une partie self-défense et puis il y a un catalogue de techniques qui décompose step by step les ouvertures simples, complexes, les fermetures, etc. D'accord, super. Alors justement, tu parlais là à l'instant de l'histoire du couteau papillon. Alors déjà, est-ce qu'il y a une différence? On dit couteau papillon, balisson, il y a une différence ou c'est juste une autre appellation? Autre appellation, c'est la même chose, c'est juste les différents noms. Une des révélations entre guillemets de ce livre, c'était un couteau qui s'appelle le pied du roi que j'ai trouvé au musée. Le pied du roi, que j'ai trouvé au musée de la coutellerie à Thiers en fait. Tout le monde connaît le balisson comme une arme originaire des Philippines, qu'on retrouve dans les arts martiaux philippins, le kali, l'eskrima, l'arnis. Et c'est vrai que c'est cet art martial philippin qui l'a intégré et qui a développé les techniques que l'on connaît d'ouverture et de fermeture. Mais on peut se demander avant les Philippines comment ce type de couteau de fabrication assez simple, donc avec deux branches qui sont attachées à la base de la lame, d'où ça vient. Et ben, alors peut-être que ça vient de France. Puisque au XVIIIe siècle déjà, on avait des couteaux comme ça. Alors à l'époque, les gens ne devaient pas s'amuser à faire les ouvertures que l'on connaît, mais c'était déjà exactement la même structure. Donc ça existait déjà au XVIIIe en France. Alors est-ce que des navigateurs français, espagnols, portugais sont arrivés aux Philippines, les ont amenés et c'est devenu beaucoup plus populaire là-bas? On ne sait pas, c'est une hypothèse. Et l'intérêt de ce couteau qui existe donc depuis plusieurs centaines d'années, c'est qu'il peut s'ouvrir et se fermer d'une main. Alors, tu as déjà des couteaux qu'on peut ouvrir d'une main. Tu as les Spyderco en mettant le pouce, tu as les Emerson avec la Wave où tu attrapes et tu peux ouvrir, mais par contre tu peux pas les fermer d'une main, tu peux juste les ouvrir. Tu as les OTF, les automatiques et tout ce qui va être les couteaux automatiques et les crans d'arrêt italiens peuvent s'ouvrir, parfois se fermer avec un bouton, mais il y a des ressorts. Là on est dans la mécanique hyper simple, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de système. Et on ouvre, on ferme d'une main, donc on peut faire quelque chose d'autre avec l'autre main. C'est ça l'intérêt principal du balisson, couteau papillon. Ça peut s'appeler 29 aussi, 29. D'accord, 29. Et historiquement parlant, justement, c'était un couteau justement pour faire des figures ou c'était pensé autrement Non, je pense pas, je pense que les figures sont arrivées. Après, tard, avec les arts martiaux, avec le folklore des arts martiaux, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire des figures martialement, si ce n'est ouvrir rapidement. Et donc en fait c'est le dégainer et avoir une lame que l'on peut garder sur soi sans qu'elle soit ouverte, donc dans la poche, et pouvoir en un claquement de doigts l'avoir ouverte et prête à l'emploi. Et avec une main, c'est-à-dire sans avoir comme un Opinel ou un Layol, on est obligé de prendre les deux mains pour l'ouvrir. C'est le seul intérêt. Après, ils se sont développés des techniques beaucoup dans les années 70-80, notamment aux États-Unis, puisqu'en fait l'histoire du couteau papillon, c'est qu'il est à la mode en kali, en eskrima, dans les arts martiaux philippins. Et
en général, c'est des couteaux d'assez mauvaise facture qui sont fabriqués aux Philippines. Et il y a un Philippin installé en Californie qui s'appelle Les Deasis qui décide d'en faire un couteau de qualité. Ça, c'est un couteau de la marque Pacific Cutlery dans les années 80 qui a été fabriqué par cette société. Alors ça, c'est une version International Series qui a été fabriquée au Japon, mais c'est un design Pacific Cutlery qui est justement les premiers balissons de qualité usinés, faits par des vrais couteliers. Et pas bricolé dans un barrio balisson en Philippines, dans un petit atelier du coin. Et ce qu'a fait l'SDA6 à l'époque, pour faire la promotion de ce couteau, c'est qu'il a embauché une personne qui s'appelle Jeff Imada, qui est devenue la personne la plus connue en pratique de couteau papillon, qui était instructeur de Jeet Kune Do à la Innocento Academy, très bon en Kali, et cascadeur à Hollywood. Et donc il s'est fait un plaisir de développer plein de techniques et de venir dans les salons américains de couteaux pour faire le show et faire du marketing et développer la promotion du couteau papillon. Donc ça vient aussi de là, c'est-à-dire que l'accent a été mis là-dessus grâce à Jeff Imada. Après il y a eu des vidéos qui se sont faites, moi dont une série de vidéos qui m'a beaucoup influencé, qui est une série faite chez Panther Video. Panther Video dans les années 70-80, c'était des VHS que tout le monde s'arrachait, où il y avait des grandes stars qui venaient expliquer et faire de l'instructionnel. Et chez Panther, c'était Scott Brennan qui avait fait 3 vidéos sur le couteau papillon. Et quand j'ai écrit le livre, eh ben, j'ai contacté Scott Brennan, qui est devenu un super ami, qui travaillait dans la police, qui est expert du couteau papillon à côté pour s'amuser. Et on a beaucoup parlé pour l'écriture du bouquin, et après c'est devenu un ami, il m'a aidé beaucoup sur Protégor, puisqu'après j'ai pu visiter aux États-Unis, rencontrer des bureaux de police américains, voir comment ils fonctionnaient, faire du tir avec eux, porter des armes à feu toute la journée. Et tout ça m'a énormément aidé pour Protégor en temps 2. Donc en fait, mine de rien, sans le savoir, ça m'a amené tout doucement à Protégor, surtout sur l'aspect américain. D'accord, super. Là sur la table on a des couteaux qui sont vraiment, on va dire, couteau, tranchant, et on a des couteaux d'entraînement. Alors le but c'est de montrer celui-ci là, ça ressemble à ça. Alors, les couteaux d'entraînement ressemblent à ça en fait, ils sont pas tranchants, ils sont pas piquants, parce que moi vu comment je suis habile, vaut mieux. Moi c'est la marque Boker, toi t'en as un autre qui est, Moi j'en ai un qui est je pense une copie d'un Squid acheté sur AliExpress pas cher. D'accord. Sur AliExpress on a des pas très chers de très bonne qualité. Squid c'est une marque américaine qui, en fait, faut comprendre qu'en Californie il y a 20 ans je crois, 15-20 ans, ils ont interdit le balisson. D'accord. C'est devenu une arme, si tu es arrêté avec un couteau papillon, c'est considéré comme felony, et là c'est comme si tu avais une arme à feu, c'est totalement illégal. Ce qui est l'arme de voyou, bizarre, parce que c'est estampillé arme de voyou, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90, quand Pacific Cutlery et Jeff Imada ont développé la chose. Donc depuis plusieurs dizaines d'années, c'est interdit en Californie, donc ils ont développé, il y a des marques américaines qui ont créé des versions non coupantes, ce qui permet aux gens de s'entraîner sans être sans risquer, non mais sans surtout risquer de finir en tôle, parce qu'en Californie ça rigole pas. Et après évidemment il y a des copies sur AliExpress, moins chères parce que les Américains font des choses très chères. L'intérêt c'est de ne pas se blesser. Quand on est dans un pays qui autorise la détention de balissong, on peut aussi mettre un scotch sur la lame, et c'est pareil, c'est-à-dire on achète une version qui coupe, on met un scotch si on a peur de se couper, ou sinon tout simplement on comprend que quand on tient la branche qui est rattachée au côté du dos de la lame qui ne coupe pas, tant qu'on tient cette branche on n'a aucun risque de se couper, puisque ce ne sera jamais la lame qui va venir. Le seul risque vient si on attrape dans une manipulation, si on attrape cette branche là, pardon. Donc si on attrape cette branche, à un moment, selon les mouvements qu'on fait, on peut avoir le tranchant de la lame qui va venir sur le doigt. D'accord. Donc à partir du moment où on se dit je vais faire des techniques simples et je ne tiens que cette branche, il n'y a pas de risque, donc pas la peine d'avoir peur. D'accord. Ok. Peut-être montrer à la caméra justement, ici là, alors, ce que tu disais, tu as la branche, on va dire safe, c'est celle-ci. Ouais, la safe handle, exactement. Ici là, donc là c'est tranchant, ici ça ne l'est pas. Et donc en effet, quand tu dis si je rabats sur mes doigts, ici je me coupe pas. Par contre, si je suis ici, bon, on va pas le faire pour des raisons évidentes, mais cette branche là, ici a le tranchant. D'accord, ok. Ok. Pour l'anecdote, ce couteau-là, c'est un Emerson. Donc Emerson qui est Ernest Emerson, qui est un pratiquant aussi de Jeet Kune Do, coutelier émérite aux États-Unis, qui a fait énormément de couteaux. C'est lui qui a inventé la fameuse wave qu'on a sur les folders. D'accord, et il a fait un balisson il n'y a pas très longtemps. Il a fait 2 versions, une avec une wave qui n'a absolument aucun sens sur un couteau papillon, et une sans, c'est le modèle que j'ai pris. Et juste pour le fun, ces couteaux, en dehors du balisson, qui n'est pas la meilleure de ses productions, ces couteaux en tant que folder sont des super armes, donc très martiales, avec des formes tantôt, carambite, etc. D'accord. Moi j'ai le couteau papillon, j'ai découvert ça, je crois que c'était à travers
travers des films, tu sais, c'était souvent ça, c'était des... Tu voyais... Jeff Imada, vu qu'il faisait la promotion et qu'il était coordinateur de cascade et cascadeur sur plein de films hollywoodiens, il a introduit lui-même la présence de couteaux papillons sur les méchants souvent, ce qui était un souci. C'est-à-dire que dans son marketing, il y a eu une erreur, c'est qu'à un moment c'était trop associé aux méchants. Et donc du coup c'est devenu l'arme des méchants. Mais il a vraiment joué énormément dans la promotion du couteau papillon. Et les films d'arts martiaux des années 80-90, il y a pas mal de couteaux papillons, c'est souvent associé à la team Jeff Imada. D'accord, c'est vrai que moi je me souviens de couteau papillon, alors récemment c'était quoi, c'est en Kick-Ass avec Hit Girl, tu sais, qui sort son fameux couteau papillon. Bon bah côté historique, côté contexte fait, on va peut-être passer à la pratique. Tu vas pouvoir nous montrer quelques techniques simples. Alors moi je débute vraiment, hein. Moi j'ai appris sur internet deux trois bêtises que je montre un petit peu. Et voilà, mon but c'était de pouvoir discuter avec toi couteau papillon, histoire, savoir un peu d'où ça vient, le contexte, etc. Surtout que le bouquin, alors je crois que ce livre-là est maintenant compliqué à trouver, non c'est pas ça? Ouais, il est complètement épuisé, il y en a eu 1500 de fabriqués et de vendus. D'accord. Moi il est dispo sur Protégor en PDF. En PDF, exactement. Ouais, on peut l'acheter en PDF. On mettra le lien dans la vidéo. Hein. Ouais. Il y a aussi un article qui est sorti dans Survival Magazine il y a quelques mois, où il y a un article de 5 pages avec des techniques. Super. Parce que on se pose la question de est-ce que le balisong est un couteau de survie. Donc je vais lire l'article pour voir si c'est vraiment le cas ou pas. Et après, il n'y a pas beaucoup. Après, il y a d'autres livres. Il y a les livres de référence en anglais, c'est le Balisong Manual et le Advanced Balisong Manual de Jeff Imada. D'accord. Qui sont sortis avant ce livre et qui sont un peu les références et qui moi m'ont beaucoup aidé pour apprendre les techniques. D'accord. Je mettrai également les références dans la vidéo pour ceux qui souhaitent. Et ils sont épuisés aussi. Hein. Ah d'accord. Ils sont épuisés aussi. Ils doivent se trouver en PDF, mais ils sont... D'accord. En tout cas, ouais. En tout cas, il y a le PDF de ton bouquin qui est disponible sur Protégor, c'est ça? Super. On va mettre le lien directement. Ok. Bah écoute, on va passer à la pratique. Donc j'ouvre là, je lâche la pression, comme ça mon couteau tourne, le dos de la lame vient frapper le dos de la main, et je rouvre. Et donc c'est ça qui est l'ouverture la plus connue, la plus rapide.